Bonjour à vous tous et à vous toutes qui nous suivez. Et merci de nous rejoindre sur votre émission Tout sur le mariage chrétien depuis Lumen Christi TV. Nous avons la joie d'accueillir pour vous une invitée de marque, la sœur Julienne Amadikpe. Ma sœur, bonsoir à vous. Bonsoir, révérend Père. Et merci d'honorer par votre présence notre invitation. C'est moi. La sœur Julienne, vous êtes née le 16 février 1977 à Cotonou. Et depuis le 23 août 2004, vous avez fait vos vœux, votre entrée donc dans la grande famille des sœurs de Saint-Augustin du Bénin, qu'on appelle communément les sœurs SSA. En 2008, vous avez fait votre licence canonique en droit canonique à l'UCAO, à Abidjan. Et en 2021, vous avez soutenu votre thèse à l'Université Pontificale Saint-Jean du Latran, à Rome, en Italie. Vous êtes docteur en droit canonique. Et depuis décembre 2021, vous travaillez au Bénin à la conférence épiscopale comme secrétaire, spécialement pour l'accord cadre. Donc vous êtes chargé de l'accord cadre entre l'État du Bénin et l'État du Saint-Siège. Et vous y êtes depuis décembre 2021. Merci ma soeur d'avoir honoré notre invitation. Nous sommes ici pour tout dire sur le mariage chrétien. Tout et tout. Et aujourd'hui, spécialement, nous abordons la grande catégorie des empêchements dirimants au mariage. Alors ma soeur, d'abord, c'est quoi un empêchement au mariage? Merci mon Père. Bonsoir encore téléspectateurs. Oui. Voilà, l'impuissance. L'impuissance, c'est l'incapacité de la part d'un homme ou d'une femme à copuler, donc à accomplir l'acte sexuel au complet. Non, c'est une incapacité de la part de l'homme ou de la femme à copuler, Voilà. c'est-à-dire accomplir l'acte sexuel au complet. Donc c'est un empêchement. C'est un empêchement. Alors qu'est-ce que ça dit ma soeur? Quand on parle d'empêchement, c'est quoi? L'empêchement ici, c'est qu'en principe, tout homme et toute femme peut contracter le mariage chrétien. Donc, ils ont droit au mariage. Voilà, un homme et une femme. Voilà. Mais il peut arriver que quand bien même le droit a octroyé cela, il peut arriver qu'une personne se trouve dans l'incapacité de le faire. Donc, soit inhabile, n'a pas ce qu'il faut pour y aller. Et donc, l'empêchement de l'impuissance se dresse dans ce cas d'espèce. Ici, une personne qui est impuissante ne peut pas contracter le mariage chrétien catholique. Donc une personne qui est impuissante n'a pas droit au mariage. Tout à fait. Donc même si l'homme aime sa femme, même si un homme aime une femme et que cet homme-là est impuissant, malgré son amour, il ne pourra pas aller au mariage. Justement parce que le mariage a des obligations qu'il faut accomplir dans ce mariage-là. Donc ici, par exemple, c'est une alliance, une communauté de toute la vie, une communauté ordonnée au bien des conjoints et à la génération des enfants. Et donc, si la personne ne peut pas copuler, la copula perfecta, il ne peut pas alors vivre ce bien des conjoints et permettre à l'autre de s'épanouir dans cette relation. Donc, il y a quelque chose qui manque de fondamental. Merci, ma soeur. En définissant l'impuissance tout à l'heure, vous parlez d'impuissance masculine, d'impuissance féminine. On n'est pas habitué à ces thèmes-là. Et ça dit qu'une femme aussi peut être impuissante? Tout à fait, une femme peut être impuissante. Nous allons essayer de donner la définition ou la disposition sur l'impuissance au thème du canon 1084, paragraphe 1. C'est le canon qui, dans le code, parle de l'impuissance. De l'impuissance. Canon 1084, paragraphe 1. Et dans le canon dit, je cite, l'impuissance antécédente ou perpétuelle à copuler de la part d'une femme ou d'un homme, qu'elle soit relative ou absolue, dérime le mariage de par sa nature. Donc, c'est un empêchement de droit naturel, un empêchement dont on ne peut dispenser. Voilà. Et donc, dès qu'elle se présente sous les formes, avec les éléments qui ont été bien
et énumérées, relevées par le législateur, antécédentes, perpétuelles, relatives, absolues. Quand les éléments là sont réunis, on est dans le cas d'une impuissance qu'on ne peut relever. Merci ma soeur. Ma soeur, quelles sont les conditions pour établir la puissance chez l'homme, par exemple? Voilà, pour établir la puissance chez l'homme, nous allons voir ce que c'est que l'acte conjugal complet ou l'acte sexuel complet. Voilà. Merci. Pour chez l'homme, par exemple, l'acte conjugal serait complet quand il y aura érection du membre viril, quand il y aura pénétration du membre viril dans le vagin de la femme et qu'il y aura éjaculation de la semence virile dans le vagin de la femme. Quand les éléments-là sont remplis, alors nous sommes dans le cas d'une puissance et dont la copulation serait parfaite. Non, ma soeur, de façon ordinaire, quand on parle d'homme impuissant, nous parlons d'un homme qui n'arrive pas à se mettre en érection. Mais là, vous venez de citer plus d'une condition. Pourriez-vous reprendre ces conditions-là pour nos chers téléspectateurs? Tout à fait. Nous parlons ici et nous rappelons par ça que nous sommes dans une impuissance de nature juridique. Très et donc, bien. le législateur a précisé que l'acte conjugal est complet lorsqu'il y a érection du membre viril. Et lorsqu'il y a pénétration du membre viril et éjaculation de la semence virile dans le vagin de la femme, donc de la conjointe. Alors, ma soeur, doit-on attendre que cette condition soit établie pour parler de puissance chez l'homme, ou bien dès qu'une des trois est remplie, on peut dire que cet homme-là n'est pas impuissant et qu'il peut aller au mariage? Dans le suivi de la concordance de la jurisprudence, il faut que les trois éléments soient au complet. Dès que l'un commence à manquer, il y a problème, mais il faut que les trois s'alignent pour qu'on parle de complétude. Donc l'acte est complet. Donc un homme qui a 2 sur 3 ne peut pas encore... Il y a quelque chose qui manque. Alors, est-ce à dire, ma soeur, qu'on peut se mettre en érection sans pouvoir pénétrer sa femme? Et justement, il peut y avoir de ces cas-là. Parce que nous venons de parler de la puissance chez l'homme. Nous n'avons pas abordé la puissance chez la femme. Et donc, allons profiter de l'aborder pour pouvoir répondre à votre question. Alors c'est quoi l'impuissance chez la femme? Voilà. Une femme aussi peut être impuissante. Tout à fait. L'impuissance féminine, il peut y avoir l'impuissance chez la femme. Et c'est ici l'incapacité de réceptivité du membre viril et de la semence virile dans le vagin qui caractérise l'impuissance chez la femme. Et donc, avec la jurisprudence, on a dit le vaginisme dans son ensemble, c'est déjà une impuissance chez la femme. Et donc, ces malformations du vagin, ou bien le vagin est trop petit, ou bien il y a des contractions qui empêchent la réceptivité du membre et de permettre à l'acte conjugal d'aller à son cours et de terminer son parcours. Une femme est impuissante dès lors qu'elle ne peut pas recevoir normalement le membre viril de l'homme. Tout à fait. Bien sûr. Alors, ma soeur, tout à l'heure, en définissant l'impuissance, vous avez énuméré au moins 4 adjectifs. Vous parlez d'impuissance antécédente, perpétuelle, relative, absolue. Alors, pour un fidèle lambda, commençons, allons-y pas à pas. C'est quoi l'impuissance antécédente? Bien, l'impuissance est antécédente lorsqu'elle est constatée avant et au moment de la célébration du mariage. Donc, l'incapacité de l'homme à copuler avant à copuler est connue avant le mariage ou au moment de la célébration du mariage. Dans ce cas, elle dirime le mariage. Elle est perpétuelle lorsque on n'arrive pas à pouvoir guérir de cette impuissance-là. Donc, c'est une impuissance incurable. Et de sorte que si on devrait la guérir, il faille utiliser des moyens extraordinaires, illicites et quelquefois très dangereuses pour la santé. Voilà, de l'homme ou de la femme. Dans ce cas, on parlera de antécédents et
perpétuelle. Voilà. Mais si on peut le guérir, on peut la guérir sans avoir recours aux moyens extraordinaires qui ne soient dangereuses, alors elle ne sera pas perpétuelle. Et donc non. Si on peut en guérir en prenant 1 kilo d'oignons par jour, par exemple, oui, ça, c'est pas encore contre la santé de l'homme. C'est un peu... Alors, ma soeur, ça veut dire que une impuissance qui est antécédente, mais qui est curable, ne dirime pas le mariage, n'empêche pas le mariage. N'empêche pas le mariage. On va essayer de guérir le mal et puis on ira. Et maintenant, ma soeur, vous parlez aussi d'impuissance relative ou absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? L'impuissance, elle est relative lorsque l'incapacité est dirigée, orientée vers une personne bien déterminée ou plusieurs personnes déterminées, une catégorie de personnes. Ici, nous sommes dans le mariage et nous allons dire plutôt quand c'est orienté vers la conjointe ou vers le conjoint. Donc, c'est seulement vis-à-vis de cette personne-là que se révèle l'impuissance. Là, on dit qu'elle est relative. Elle est relative. Et ce n'est pas pour autant que ça ne dérime pas le mariage. Voilà. Mais lorsque l'impuissance est orientée vers toute autre personne, se révèle lorsque la personne, donc l'impuissant est en face de toute autre personne, quelle que soit la personne vers qui il va, ça ne peut pas copuler. Alors nous sommes dans le cas de l'impuissance absolue. Alors ma soeur, merci beaucoup. Toujours dans le cas de l'impuissance, je vais donner un petit exemple qui me tient à cœur. Alors, par rapport au mariage des personnes âgées, un pépé qui a 80 ans et qui finalement a décidé à ses vieux jours de contracter un mariage avec Mémé qui elle a 78 ans. Pépé, 80, avec les maladies de la vieillesse, la tension, le diabète, voilà. Mais enfin, il décide d'aller au mariage. Souvent, à cet âge-là, l'homme n'est plus capable de retrouver son érectibilité, son érection. Alors, Pépé a-t-il le droit, peut-il contracter mariage ou bien il est sous le coup de l'empêchement d'impuissance? 80 ans, je dis. 80, bien sûr. Bon, à notre avis, l'âge, pour le moment, ne pose pas déjà trop de problèmes parce que ici, nous sommes dans un cadre juridique bien déterminé, voyez-vous, et qui ne permet pas des interprétations larges. Nous devons rester dans le strict que les législateurs a essayé de nous mettre à disposition. Mais quand on revient à l'exemple, le pépé et la mémé, je suis sûre qu'ils ont déjà eu des enfants. C'est sûr. Dans leur vie. Et qu'ils sont ensemble depuis. Alors ici, nous allons essayer de nous tabler un peu, sur le canon 1055 et en même temps sur le canon 1084, paragraphe 2. Alors, le canon 1055 que nous avons essayé de citer tout à l'heure dit que l'alliance matrimoniale est ordonnée à une communauté de toute la vie. Et puis, elle est, de par son caractère, elle est ordonnée au bien des conjoints et à la génération, à l'éducation des enfants. Deux finalités importantes du mariage. Ce couple-là, ils ont déjà les enfants, la génération est déjà là. Alors, qui décide vers la fin de leur vie de régulariser, c'est très important pour nos juristes, de régulariser leur situation. On ne peut que leur donner le feu vert pour le faire. Maintenant, est-ce que leurs membres invirils peuvent permettre cela? Ici, avoir le diabète et puis la tension, tout ça là, ce n'est pas automatiquement que le membre viril n'est plus fonctionnel. Et le canon 1084, paragraphe 2, que j'appelle au secours, dit que lorsque l'impuissance est douteuse, elle n'est pas certaine, elle ne dérime pas le mariage, on peut aller au mariage. Donc, à moins de nous donner les preuves scientifiques, médicaux que Pépé est devenu impuissant, alors on peut célébrer bel et bien ce mariage-là. Voilà. Alors, merci, révérende sœur. Le canon 1061, je pense, paragraphe 1, dit que le mariage valide entre baptisés est appelé conclu s'il n'est pas consommé.
non seulement conclu, ce n'est pas consommé, mais conclu et consommé si les conjoints, de manière humaine, posent l'acte de soi propre aux époux. Alors, quelle est cette précision de manière humaine, humano modo, que le canon a apporté? Voilà, l'humano modo dont le droit parle et le canon parle veut insister vraiment pour dire que l'acte conjugal est là et ça doit être un acte qui unit les deux personnes, hein, et qui ne fait intervenir autre chose que ce qui est recommandé pour cet acte-là. Donc nous revenons au débat, à la caisse débat pour parler de l'acte conjugal au complet. Voilà. Et donc ici, nous avons les membres virils des deux personnes en face, donc les conjoints. Donc l'érection. L'érection du membre viril et même la pénétration et l'éjaculation dans le vagin. Pas en dehors. Pas en dehors. Et donc la réceptivité au niveau de la femme, dans son vagin, de la semence virile, qui fait la fusion des deux êtres et qui élève cet acte vraiment à la dimension comme fille de l'incarnation de Christ. Et dans Saint Paul en parle dans Éphésiens 5:32 suivant pour dire que voilà, c'est l'union entre l'Église et le Christ. Voilà, donc ça ne permet pas l'intervention d'autres objets que l'objet naturel, les objets naturels que le Seigneur Dieu même, dont Dieu nous a revêtis pour poser cet acte sacré. Si pour des questions pratiques de le jour du mariage, l'un des conjoints n'est pas même de poser cet acte propre de soi aux époux, excusez-nous la grossièreté du mot, est-ce que le couple ne pourrait pas avoir recours à d'autres moyens juste pour ce soir-là, d'autres instruments pour la consommation? Il faudrait souligner, relever tout de suite qu'il ne dit nulle part que les époux doivent consommer aussitôt le soir même. Ah, le droit ne le précise pas. Non, il faut qu'ils consomment ça. Et on confie que quand même dans la semaine qui suit, que ça soit fait, que ça n'aille pas au-delà. Mais dans la majorité des couples que nous recevons pour avoir travaillé dans les tribunaux ecclésiastiques, très souvent, plusieurs relèvent le fait, la difficulté de consommer le jour-là même et même le lendemain. Mais sous le coup de la fatigue, l'effet de fatigue, la joie excessive, tout ça là. Mais ils le font après. Et donc, il ne faille pas intervenir autre chose. Parce que l'acte conjugal doit être, c'est apte de soi à la génération, doit être ouverte sur la vie. Nous avons dit que c'est une finalité importante. Les époux en jouissent pour leur bien, leur développement psychique, physiologique, tout ça là. Mais ils doivent aussi être ouvert sur la vie pour accueillir d'autres enfants. C'est là que nous obtenons les familles humaines. Mais couper, utiliser d'autres objectifs ou d'autres objets, tout ça là, c'est élaguer cet objectif final qui est la génération des enfants. Les enfants. En parlant de humano modo, c'est-à-dire de manière humaine, est-ce que l'usage du préservatif masculin ou féminin est exclu? Tout à fait. Et l'enseignement dans le domaine de la théologie morale est clair, que les contraceptifs, tout ça, l'Église a sa position qui est claire, qui n'accueille pas, parce que ces objets de contraception, tout ça, là, bloque, ça tue la vie, ça bloque la vie, ça empêche l'acte conjugal de poursuivre son cours et d'aller jusqu'à la fécondation et nous sortir le fœtus et après la grossesse. Et donc pour cela, l'Église a orienté vers les manières régulation. Voilà, les régulations naturelles. Voilà, et des enfants, tout ça là. Et moi, je pense que dans un mariage, on vient de célébrer. C'est quand même une joie de dire, voilà, et l'enfant du mariage, le flux du mariage. Et donc, quel intérêt de vouloir, aussitôt, le mariage célébrer, empêcher la vue de s'épanouir, de s'éclore. Alors, ma soeur, si, par exemple, le couple a un bébé, il n'est pas encore prêt. On parle d'espacement de naissance. Alors le couple, un bébé n'est pas encore prêt à accueillir un nouvel enfant. Et le jour du mariage, et compte tenu de l'émotion et puis de
la grandeur de l'événement, supposons la femme ovule, très bien, le jour du mariage et demande à son homme de se protéger avant de l'approcher. Est-ce que ce mariage peut être dit consommé? Non. Et cet acte-là n'a pas été un acte conjugal complet. Donc, il n'y a pas, au Manomondo, il n'y a pas eu consommation. On va attendre qu'ils vont reposer l'acte pour poser l'acte complet pour qu'il y ait réellement consommation. Donc, pour qu'on parle de consommation, il ne doit y avoir aucun moyen artificiel pour interrompre l'acte des époux. Merci, ma soeur. Alors, à présent, l'impuissance, vous l'avez dit antécédente, et perpétuelle dirime le mariage, c'est-à-dire rend le mariage nul. Alors, souvent, quand nous accompagnons les jeunes au mariage, ils disent, mais l'Église conseille vivement, ou même exige l'abstinence jusqu'au mariage. Mais vous venez de dire que l'impuissance est un empêchement dirimant pour le mariage. N'y a-t-il pas là une contradiction? Et ne doit-on pas essayer de vérifier si le conjoint ou si le fiancé ou la fiancée, si l'un ou l'autre est impuissant avant le jour, mais si tous deux s'abstiennent, n'y a-t-il pas risque de découvrir le jour-là du mariage que mon homme est impuissant, alors que l'essayer avant le jour pourrait me mettre la puce à l'oreille et me dire « Ah, non, tiens, et il faut s'arrêter ». Alors, l'Église enseigne en même temps une chose et demande son contraire. Les jeunes sont confus. Révérend Père, l'Église reste égale à elle-même. Elle ne donne pas d'enseignement qui soit contradictoire. Alors que l'impuissance antécédente et perpétuelle dirime le mariage, ça c'est un fait et on ne peut rien contre cela. Mais dans le même temps que l'Église conseille vivement et promeut l'abstinence avant le mariage, l'Église a fait raison. Et c'est toujours pour protéger ses enfants. Comme nous l'avons dit, la copulation même, c'est un acte quand même sacré et qui ne peut se vivre réellement que dans le mariage. C'est là qu'il s'épanouit. Alors, s'y aventurer avant, c'est perdre quelque chose de soi-même, de sa dignité, parce que c'est tellement sacré que quand on s'y met, on laisse son empreinte chez l'autre et l'autre aussi laisse son empreinte chez soi. Et donc, c'est un acte hautement sacré. Alors, l'Église, en le demandant, c'est pour protéger ses enfants. Et dans le même temps, quand elle dit que l'impuissance dirime le mariage, ce n'est pas pour autant qu'il va dire maintenant, allez essayer pour voir. Non. Dans la préparation, on a plusieurs fois insisté auprès des agents pastoraux, dans la préparation des mariages, essayons de parler avec les époux, les futurs époux, demandons-leur d'aller faire tout ce qui est examen médicaux, post-matrimoniaux, tout ça là, antématrimonial, tout, pour pouvoir leur permettre de savoir un peu quels sont leurs états physiologiques et ce qui peut poser problème en termes d'incompatibilité et à la longue dans cette relation. Dans les tests prénuptiaux. C'est très important. Il faut y aller. Nous pensons que si déjà ces tests-là sont faits et qu'on les a encouragés, on peut déjà déceler déjà des anomalies à ce niveau-là. Par exemple, nous incitons beaucoup sur la drépanocytose. Aujourd'hui, on dit de faire les électrophorèses. Mais pourquoi pas ne pas faire tous les tests? Déjà, vous le savez très bien. Pour entrer au féminin, on vous demande des tests. Oui. Et moi aussi, je sais que pour entrer au noviciat, on nous demande aussi des tests. Donc, c'est des choses, c'est pas simplement pour voir si on est malade ou n'est pas malade, mais c'est pour voir s'il y a des choses qu'il faille corriger ou bien s'il y a des choses qui sont incompatibles, ainsi de suite. Donc, c'est sur ça que nous devons tabler, nous, agents pastoraux, et ne pas attendre demain pour guérir. Tout compte fait. L'Église, elle est très prudente, elle est mère, elle fait accompagner ses enfants. Elle dit, mais quand bien même, on n'a pas su, et que ça a été su après, elle est là pour dérimer, pour déclarer nul ce mariage-là, et permettre à l'autre qui peut copuler d'aller
vers un autre mariage. Pour convoler. Pour convoler un autre. Merci ma soeur. L'Église est mère, elle est maîtresse, elle accompagne ses enfants. C'est dans le sens de cet accompagnement que nous avons appelé en tant que docteur en droit canonique pour expliquer ce que le droit entend par impuissance. Merci ma soeur pour autant d'éclairage. Vous avez le mérite d'avoir plusieurs développements sur des thèmes ordinaires, mais dont le contenu n'était pas assez cerné, un peu comme le thème de l'impuissance masculine et l'impuissance féminine. Merci beaucoup et soyez prêts à revenir encore sur le plateau, tous sur le mariage, pour aider les fidèles du Christ et les gens de bonne volonté à comprendre ce que l'Église entend par mariage et tous les contours de ce sacrement. Merci. Merci, révérend Père. Merci à tous les téléspectateurs. Et nous pensons que la prochaine fois, nous allons parler de la stérilité, qui est un thème voisin à l'impuissance, mais qui n'est pas de l'impuissance. Exactement. Merci beaucoup, ma soeur, et à la prochaine. À la prochaine, mon Père. Alors, chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi de bout en bout cette émission Tout sur le mariage chrétien. La sœur Julienne Amandi, Père, docteur en droit canonique, nous a expliqué ce que le droit entend par impuissance masculine, impuissance féminine. Et déjà, à la prochaine émission, elle promet de nous parler de la stérilité qui est totalement différente de l'impuissance. Alors restez câblés, ne ratez rien sur votre émission Tout sur le mariage chrétien. À la prochaine.